Pour une fois, c'est pas bonsoir, c'est bonjour, tout va bien. Je voulais faire une petite réflexion sur qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est quelque chose d'étonnant. Est-ce que nous vivons dans la réalité ou dans quelle réalité vivons-nous? On voit que le monde traverse des turbulences complètement extravagantes. Actuellement, on est fin 2022 pour se situer. Et alors, tout le monde est, on va dire, à cran. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'on va vers... Alors, il y a les tenants de la 10e guerre mondiale, il y a les tenants de la 50e épidémie de je sais pas quoi, il y a les tenants de aïe aïe aïe, on est devant notre 500 millième effondrement économique qui va frapper l'intégralité de cette pauvre planète. Et puis n'oublions pas la tragique famine dont on ne sait même plus combien il y en a eu auparavant. Enfin voilà. Alors, la première réflexion qui me vient, mais c'est alors si on est à la 5 millionième crise économique, la 200 millionième épidémie, le troisième triard de guerre, il y en a sans doute eu plus, et en tout cas la 10e guerre mondiale, bien sûr j'exagère, gna gna. La première question, la première interrogation, c'est mais qu'est-ce qu'on a appris du passé? Enfin, je veux dire, c'est quand même complètement insensé cette histoire. Euh, Comment est-il possible que nous répétions tout le temps, nous humains, les mêmes scénarios? On n'est pas ça complètement fou? Donc, pourquoi est-ce que nous n'apprenons pas des leçons? C'est quand même une question qu'il faudrait se poser. Hein. Bon, je ne vais pas parler de moi, mais à l'âge de 8 ans et demi, bon, j'étais passionné d'histoire. En fait, je me souviens à la fin du cours, j'ai appris à lire et à écrire très très vite. Et donc, comme je m'ennuyais énormément en classe, les instituteurs, dès le cours préparatoire et surtout cours élémentaire, j'étais dans un coin, l'instit, ils m'emmenaient le gros dictionnaire Larousse de la classe. Et pendant que les autres faisaient le boulot que l'institut leur demandait, moi, j'avais toujours fini bon, en 5 minutes. Et donc, je travaillais sur le Larousse. Voilà. Ce qui était très amusant vu qu'il y avait plein d'adultes qui ne savaient pas chercher sur le Larousse. Et donc, à l'âge de 8 ans et demi, je me suis 8 ans, enfin, je me suis fait. Mon père a acheté un dictionnaire 10 volumes, Larousse aussi. Et là, j'ai commencé à étudier l'histoire de la planète. J'ai passé 3 ans. Vous savez comment se faisait, par exemple, Louis XV, successeur de Louis XIV, voilà. Et après de Louis XIV, j'allais à Louis XIII, et puis à Henri IV, gna 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 gna, et je remontais dans le passé. Et j'ai fait un peu ça pour tous les pays du monde. C'était passionnant de voir en même temps d'étudier au travers de la vie des dirigeants, on va dire, l'époque qu'ils avaient traversée. Voilà, mais j'étais déjà arrivé à la conclusion que c'était pas très brillant tout ça euh, et qu'idéalement, je souhaitais faire de la politique je, dans le futur pour essayer d'amener un mieux-être aux individus. Bon, et quand j'ai commencé mes études de droit et que euh, j'étais très curieux, mes profs me filaient à lire des bouquins euh, pour expliquer ce qui se passait derrière, dans les coulisses, on va dire, l'histoire secrète et pas l'histoire apparente. Eh bien, parce que ça aussi, ça me passionnait. Du coup, je me suis dit, oulala, peut-être qu'il vaut mieux ne pas mettre mon nez là-dedans. En plus, mon grand-père avait été
un notable de la ville de Nice et ma grand-mère avait dit, mon grand-père avait, à l'époque, si vous voulez, les politiques, ils donnaient leurs biens au pays parce qu'il y avait une autre conscience. Donc, mon grand-père a donné énormément de propriétés. Du coup, il y a un nom qui porte un nom de rue qui porte le nom de son grand-père qui a construit la basilique à Nice. Enfin voilà, donc il y avait un deuxième élément qui me dissuadait de faire de la politique. Et voilà, et donc j'ai un peu choisi une autre voie qui est aussi une voie politique, qui est plutôt que de chercher à aller vers le pouvoir extérieur, me concentrer sur une dimension intérieure. Voilà. Et alors, je ne sais pas si j'ai bien fait, si je n'ai pas bien fait. L'important n'est pas là. L'important, c'est d'être content avec sa vie et ça va. Mais en tout cas, pourquoi ne tire-t-on jamais les leçons? Et c'était quelque chose qui était déjà présent quand je faisais ces études et qu'il était encore plus à partir du moment où je suis rentré à l'université. Alors, j'ai déjà abordé ça dans d'autres vidéos. Si vous voulez, le problème, c'est que le mental analytique est complètement focalisé sur les conséquences et a un mal fou à accéder aux causes. Or, tout le système d'éducation actuel euh, est complètement centré sur mettre complètement l'accent, et c'est plus que l'accent, c'est vraiment plus que les accents, c'est les consonnes, les voyelles et toute la dimension de l'étude dans une perception analytique du monde. Les enfants sont noyés dans les détails et sont noyés dans l'abstraction. Les détails sont de plus en plus coupés de la réalité. Et puis les gens viennent à fonctionner dans un univers parallèle qui n'a plus rien à voir avec ce qui est vécu. Et, et on est dans cette tragédie que l'identification aux conséquences éloigne de plus en plus les gens des causes et que si on ne traite pas les causes, les conséquences deviennent de plus en plus catastrophiques. Hein, donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément qui va encore au-delà de cette perception analytique de la réalité, c'est que malheureusement, la problématique majeure de l'être humain, c'est le mental. Parce que si vous voulez, le mental, on n'a pas pour rien deux hémisphères. Le mental voit tout en double. Il y a l'hémisphère gauche qui voit la réalité d'une façon et l'hémisphère droit qui voit la réalité d'une autre façon. Hein. Donc, selon qu'on a un hémisphère plus développé que l'autre, en fonction aussi des courants qui relient les deux hémisphères et qui enveloppent, on va dire, notre compréhension du monde, eh bien, on va basculer dans une perspective, dans une compréhension qui forcément va être opposée à celle d'autres gens et ça va automatiquement générer des conflits parce que on est tellement identifié à la pensée et plus on l'est, on pense avoir raison et plus on pense avoir raison, plus on a des œillères et plus on a des œillères, plus on va imposer sa réalité aux autres. Mais tout ça, c'est du mental. Et donc, le mental est le grand destructeur de la conscience, puisqu'il éloigne complètement l'individu, comme je viens de le dire, surtout dans la façon dont il est utilisé actuellement, il éloigne de plus en plus l'individu de l'origine des choses, et donc des causes, et donc de la compréhension, et donc de la possibilité à trouver des solutions. Et je veux dire, actuellement, c'est tout à fait extraordinaire, puisqu'on a, au niveau commercial, mais aussi au niveau politique, on a abouti, on va dire, à un discours qu'on a qualifié du en même temps. Et le en même temps, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que les gens qui utilisent ce langage
passe, c'est vraiment les héritiers du sophisme en Grèce. Les sophistes essayaient tout le temps de démontrer une chose et de démontrer son contraire. Et ça, si vous voulez, ça veut dire qu'à cette époque-là en Grèce, les êtres humains ont basculé dans la tyrannie du mental, c'est-à-dire que c'est le mental qui a pris le contrôle de leur véhicule physique et qui est devenu le dictateur des cellules de leur corps. Et c'est un moment extrêmement important et le sophisme a fait, il a plus que fait école. Et en fait, dans toutes les universités actuellement, et surtout dans les universités, on va dire, les plus renommées, dans les écoles comme Sciences Po et encore plus l'ENA et toutes les dérivées, les étudiants sont nourris au biberon du sophisme, c'est-à-dire démontrer une chose et son contraire, ce qui fait qu'à la fin, vous ne croyez plus à rien. Vous n'avez plus d'opinion, vous n'avez plus que des pensées et les pensées vous dirigent. Et puis, le sommet du sophisme, c'est le en même temps, c'est-à-dire dans la même phrase dire une chose et son contraire, ce qui donne l'illusion mentale des gens qui vous écoutent que vous avez compris, que vous avez compris et donc vous êtes capable de surmonter les contradictions du mental. Prodigieux. Mais on n'en reste pas moins dans un monde complètement mental, et le mental détruit tout ce qu'il crée. C'est une des, je veux dire, euh, c'est la définition, on va dire, si vous voulez, le mental étant focalisé sur les conséquences de ce qu'il observe, de ce qu'il perçoit, s'éloigne de plus en plus des causes, et comme il n'y a aucune possibilité de dépasser les contradictions sans accéder aux causes, le mental finit par tout faire disparaître dans l'amas de ses propres contradictions. C'est absolument impressionnant. Et donc, on voit l'état de la société actuelle. Je ne répéterai pas ce que j'ai raconté sur les millionième, milliardième de crise mondiale, de guerre mondiale, de guerre, de famine, de maladies, d'épidémies, de tout ce que vous voulez. Nous sommes là dans la dévastation provoquée par le mental, même si les gens n'en ont aucune conscience. Alors, comment sortir de cette dévastation du mental? Eh bien, il y a des moyens, il y a des outils extraordinaires. Déjà, il faut que le mental se mette au service des cellules. Il faut aussi qu'il commence à basculer euh, à, à ce qu'il ait l'humilité de s'incliner devant le cœur, devant l'amour, devant le service, devant le bien des autres, parce que le mental est l'instrument de l'ego, l'ego est l'instrument de la séparation est l'instrument de l'isolement est l'instrument du conflit. Le conflit est le début de la guerre et la guerre aboutit à la destruction et à détruire complètement tout ce qui a été construit. Voilà, on en est là. Donc, ne désespérons pas. Nous, vraiment, l'objectif des méditations Merkaba Matrimondir, c'est de se libérer vraiment de la dictature du mental, qui aussi forcément aboutit aux dictatures des petits chefs dans les entreprises, des petits chefs dans les administrations, des grands chefs dans les ministères, des énormes chefs dans les pays qui souvent se prennent tellement pour des super chefs, alors qu'ils ne sont eux-mêmes que les jouets du mental et ils ne sont que le reflet de la médiocrité de la médiocrité générale d'une humanité régie par une toute petite partie, quelques petites cases de l'organisme qui se prennent pour des dieux et qui en réalité détruisent le reste de l'organisme. Il est impératif de redonner à l'organisme tout entier, de redonner à ce pouvoir,
de faire une révolution intérieure gigantesque et de faire en sorte que le mental descende de son piédestal et l'humilité d'offrir ses services au cœur, et le cœur va servir de relais pour que le mental se mette au service de toutes les cellules. Voilà, il y a un travail magnifique qui est proposé dans le cadre des méditations Merkaba Matrimandir. C'est vraiment un travail de fond qui n'est pas qu'un travail de méditation, c'est un travail pour moi de sauvetage littéralement de la conscience individuelle et collective. Il est grand temps, grand temps, grand temps de sortir de ce chaos, euh, de ce magma et de cette putréfaction généralisée qui n'a aucun sens et qui en aucun cas ne peut rendre l'être humain heureux parce que en fait tout le monde est aux aguets pour savoir de quel côté l'édifice Terre est en train de s'effondrer, et voilà, il est grand temps de construire un nouveau monde. Et merci donc de eh bien, vous êtes les bienvenus avec nous si vous souhaitez vraiment aller dans cette direction. Merci infiniment pour votre attention. Et puis, mais en tout cas, ne prenons pas les choses au tragique. Euh, le mental a eu sa phase d'évolution. Il a été très, très important. Il a permis à l'humanité de faire beaucoup d'expériences. Mais personnellement, je suis persuadé que là, il est à l'agonie et que la société dans laquelle on se trouve est aussi à l'agonie, et c'est un bien absolu puisqu'il faut passer à autre chose, et que pour passer à autre chose, il faut que tous les, euh, tous les schémas et tous les fonctionnements obsolètes euh, se révèlent. Voilà, donc on vous attend pour travailler avec nous. Merci infiniment.